Un mot pour introduire le sujet, en fait, qui nous tient particulièrement à cœur, parce que nous sommes convaincus, Aurélie et moi-même, que c'est par le dialogue, c'est par le partage de connaissances, c'est en rentrant dans les coulisses du design, dans les coulisses de la production de mobilier, qu'on comprend finalement réellement les enjeux. Et ça fait partie de votre quotidien, compte tenu des fonctions que je viens d'évoquer. Et donc, on voulait vraiment inscrire cette démarche de partage, de communication dans le cadre de ce premier événement. Alors, on va parler de différents sujets. On va parler évidemment d'évolution des usages. On va parler d'expérience pour les usagers. On va parler de développement durable. De quelle façon ça impacte aujourd'hui la manière de concevoir du mobilier, de le produire, et de quelle façon ça impacte aussi les aménagements intérieurs. Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir et j'ai l'honneur d'animer cette table ronde. Je vais laisser la parole quelques instants aux deux intervenants, des intervenants donc, de choix qu'on connaît bien sous le nom de la marque Alki, bien sûr, mais qu'on n'a pas forcément l'occasion d'écouter souvent, et paradoxalement même dans la région, donc on est vraiment ravis de pouvoir leur donner cette instance de dialogue et d'échange avec vous. Moi, très rapidement, je m'appelle Aurélie Ornois, je suis designer aussi, je fais l'ENSI à Paris. J'ai travaillé précédemment dans le monde high-tech et digital. J'accompagnais les entreprises dans leur transformation digitale et surtout le focus de l'innovation par le design. Voilà, et je suis donc cofondatrice aussi du showroom de mobilier design contemporain qui s'appelle donc Casuo et qui, si vous connaissez un petit peu Biarritz, c'est à 2 pas des Halles. J'ai intégré en 2017 avec la casquette de directeur industriel pour porter ce projet et en parallèle contribuer à l'amélioration de la partie production, études également, en lien avec le design assez immédiat avec l'affection du mobilier et les interactions diverses avec la partie design. Et en 2020, donc élection en tant que PDG de la société Alki, puisque nous sommes sous format coopératif, pour ceux qui ne le savaient pas. Et donc tous les salariés sommes associés, parmi les associés sont élus des administrateurs, parmi les administrateurs est élu un PDG, que je suis donc depuis novembre 2020. Alki pour un rapide parcours aussi, donc création en 81, sous format coopératif déjà. Le mot est fort, je vais le répéter peut-être à plusieurs reprises, puisqu'on parle vraiment là d'un collectif qui s'engage autour d'une mission, autour d'une volonté de vivre et travailler au Pays Basque. La création en 81, les hauts et les bas, alors je vais les passer pour ne pas rentrer trop dans les détails. Un virage dans les années 2000 à 180 degrés avec une réinvention totale, et on va y venir je pense avec Jean-Louis aussi, vers du mobilier contemporain et l'intégration du design, avec le travail du bois qui se perpétue, et donc une évolution depuis où nous sommes aujourd'hui de plus en plus présente, toujours dans ce travail du bois, et une évolution forte avec une construction actuellement d'un nouvel atelier sur la commune de La Ressort, où on aura aussi plaisir à vous accueillir. Je collabore avec plusieurs entreprises, on a un studio qui se trouve à Asquerre. Donc j'ai démarré mon activité, moi j'ai un certain âge, j'ai 58 ans donc. J'ai démarré mon activité en 1997, après un parcours comme ça, école Bulle, école de design à Madrid, 2 ans en Amérique du Sud, etc. Mais avec l'envie, je suis revenu dans mon village de Asquerre en me disant on va essayer de faire depuis ici. Voilà. Donc c'est une chance, j'ai rencontré Sokoa comme ça, j'ai rencontré d'autres entreprises des deux côtés de la frontière, et Alki. Alors Alki, ça a été une vraie rencontre, je dirais, parce que j'avais déjà appris un petit peu à travailler avec d'autres entreprises, j'avais vu un petit peu le tissu industriel de part et d'autre de la frontière, et Alki, je suis tombé, enfin c'est une rencontre, je dis ça parce que c'était, bon, l'entreprise périclitait un petit peu, parce qu'elle travaillait dans le domaine un peu de tradi, un peu à la Marie-Claire, mais il y avait un savoir-faire inouï, quoi. Donc quand on est designer, un designer sans savoir-faire, ça sert à rien. Il peut faire des choses conceptuelles, il peut virtuelles, mais s'il n'y a pas quelqu'un
qui lui propose ou qui lui modifie. S'il n'y a pas cet échange-là, bon, donc ça a été un vrai plaisir. Et donc on a comme ça, comme disait Niant à l'instant, dans les années 2005, 2006, comme ça, on a complètement transformé l'entreprise. On a juste gardé les savoir-faire, le savoir, je dirais, parce que c'était pas non plus conceptuel, hein, même pas au niveau environnemental, mais il y avait comme ça une espèce de bon sens, de choses simples, d'envie de faire correctement. Dans les fondamentaux. Dans les fondamentaux de l'entreprise. Hein. Et donc je pense qu'on était même un petit peu en avance sur les réflexions. Même si c'est pas très conceptuel, mais on se disait, eh bien, on va garder un seul bois, le chêne de super qualité. Pour commencer simplement cette table ronde donc de la question du design durable et désirable dans les aménagements, on s'est posé la question d'abord de l'innovation. Et l'innovation, c'est-à-dire se traduit aussi par tout d'abord l'évolution des usages. C'est-à-dire que pour l'habitat, on a vu qu'il y a une réorganisation des espaces, l'habitat considéré comme une valeur refuge, l'évolution aussi qu'on a vue dans les lieux de travail, sans rentrer dans les détails, mais il est vrai qu'on a eu la question du flex office, du desk sharing. Comment, déjà pour commencer, comment ces évolutions des usages vous ont permis de réfléchir à une nouvelle gamme de produits, en tout cas qui s'est vu, j'imagine, produire ces dernières années? Au-delà de réfléchir vers une nouvelle gamme de produits, je pense qu'une des richesses d'Alki, et depuis ce virage-là, c'est vraiment d'avoir une offre assez hybride et transversale, qui puisse s'adapter justement, aux transformations des usages, mais aussi aux différents lieux dans lesquels on peut trouver du mobilier. On va trouver nos collections tant dans l'habitat que dans un espace de bureau, que dans un espace d'accueil également. Donc déjà, cette hybridation ou cette transversalité des produits était une grande force, et est une grande force d'Alki. Elle est dans la réflexion aussi des designers, Jean-Louis prendra le relais pour ce sujet, dans cet objectif-là de ne pas faire un produit qui répondra à un seul besoin à l'instant T. Il répond vraiment à un usage, à une temporalité, à une pérennité de son utilisation, tant dans la partie matériaux, parce que la matérialité est importante également pour assurer cette pérennité-là, que dans son usage et encore une fois la transmission aussi de ces éléments. Et pour vous, Jean-Louis, quelles sont dans ces évolutions des usages, ce qui vous a marqué le plus ces dernières années? Je pense que c'est du domestique au travail. Là, il s'est créé une transversalité incroyable. Bon, on voit bien un connecteur qu'on n'est plus dans des bureaux d'il y a 30 ans. Je dirais que c'est peut-être ce qui est le plus marquant. Ensuite, nous, depuis le début, comme disait Niant, on a fait attention à ne pas faire un seul objet. On est plutôt sur des typologies d'objets. Donc, là, au niveau design, on peut trouver une table basse, un tabouret, mais aussi un lounge et pourquoi pas une table modulable. Enfin, et donc ça permet aussi, parce que notre proposition c'est quelque chose, mais ce qu'en font les architectes derrière, c'est autre chose. C'est-à-dire comme on peut associer comme ça des textiles différents avec des couleurs ou des couleurs de bois différentes, c'est vraiment customisable. Donc des fois on est surpris quoi, et on est agréablement surpris, on adore ça, de trouver notre tout en jaune vif. C'est horrible quand ça part de chez Alki, mais en fait on voit l'installation. Non mais donc c'est comme ça, quand Niant parle de transversalité, et ça c'est vrai que le bureau est devenu une manière, on a envie de travailler de manière un peu plus chaleureuse. Donc, ensuite on y a quand même bien réfléchi, notamment dans l'univers du bureau, on a créé il y a maintenant 1 an une gamme qui s'appelle Sousoulou, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est vraiment de l'aménagement d'espace sur une trame prédéfinie qui devrait faciliter le travail des archives. Et là, oui, on a vraiment réfléchi aux usages, à la modularité, mais aussi à l'intimité, en faisant gaffe parce qu'on sait bien que travailler tous sur une même table, c'est pas toujours très agréable. Et, enfin, bon, donc on a bien réfléchi à l'intimité. On réfléchit beaucoup aux gens qui auront affaire autour de nos meubles.
On a envie que ce soit vraiment des compagnons de travail ou de vie, pas juste des outils. Qui s'adaptent au quotidien. Qui s'adaptent au quotidien, qu'on puisse légèrement modifier, qui soient aussi pérennes, donc on peut les... Voilà. Oui, puis il n'y a plus vraiment il y a une évolution aussi du rapport à l'objet du meuble, c'est-à-dire qu'avant on possédait sans finalement lui trouver une fonctionnalité spécifique. Là aujourd'hui on est vraiment dans l'hybridation, le mobilier on tend même à avoir une relation presque affective parce qu'on sent qu'il a un usage pluriel et c'est ça aussi qui fait justement l'évolution des usages aussi dans l'appropriation du mobilier et des espaces. Et dans la Vesta de gamme Sosulu, donc même sur une petite trame de 170 par 170, on est arrivé à cette logique-là. On peut faire une mini-réunion, on peut s'asseoir, passer un coup de fil sans ennuyer la personne qui est à côté. On peut installer des bureaux, faire une réunion autour de la table du bureau. Enfin, bon, on a cherché comme ça un équilibre sur la vie autour des... Alors il y a aussi une autre évolution qui cette fois je dirais est plus conjoncturelle au global sur le marché de l'économie cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on a senti ces dernières années avec la pandémie et l'accélération de l'évolution de ces usages justement, on va dire l'épuisement des ressources, on va dire aussi une pression sur les matières. Comment ça vous l'avez vécu au niveau de la chaîne de production, du sourcing des matériaux? Est-ce que ça a été assez rapidement inscrit sur la feuille de route d'Alki? Assez rapidement inscrit sur la feuille de route. Disons que la matière première, qui est le bois, déjà, la relation est forte avec le bois, matière naturelle, matière qu'il faut respecter, et une association avec le rapport au temps aussi qui est très important. On n'est pas dans la consommation rapide et presque inutile. On est sur des prévisions avec nos partenaires donc de longue date sur des 3 années d'anticipation sur les prévisions de commandes. Donc déjà, il faut le respecter ce temps. Ensuite, nous, en fabrication aussi, on a une attention particulière, évidemment, à rebuter le moins possible, à gaspiller, parce que c'est un terme parfois vulgaire, mais le moins possible, et à vraiment maîtriser nos déchets aussi, dans le sens où c'est vraiment un partenariat que nous avons avec les fournisseurs de bois et ou les scieries ou les propriétaires forestiers. Alors, là, c'est vraiment pour la matière première. Ce qu'on a vécu autour du bois ces dernières années, c'est une folie au niveau des prix. Vous l'avez tous vécu sur tous les matériaux. Heureusement, nous n'avons pas vécu de pénurie, des allongements de délai de livraison, oui, les prix, j'en ai parlé aussi, mais pas de pénurie. Et nos partenaires sont assez confiants sur l'avenir, avec bien sûr une responsabilisation de cette consommation-là. On ne peut pas faire n'importe quoi avec le bois. Les morceaux de bois que vous voyez là sont issus de chênes qui ont entre 80 et 120 ans. Ça veut dire qu'il faut le respecter. C'était effectivement dans l'ADN et c'est de plus en plus actuel. À l'époque, on ne parlait pas de RSE, on ne parlait pas de SS, ces termes-là n'existaient pas. Donc déjà, c'était ancré dans la philosophie d'Alki, dans sa manière de penser. Les autres matériaux vers lesquels on peut aller aussi, je le vois à l'écran là-bas, c'est le modèle d'un couche-poids-habit, sur tous les écrans, je pense. Oui. Le fauteuil ou chaise couche-poids-habit venait d'une réflexion, j'en vais peut-être le détailler davantage, de concevoir une chaise vraiment accueillante avec les galbes que le plastique permettait, que le bois ne permettait pas. Et la réflexion a été portée sur n'utilisons pas du plastique, allons chercher un nouveau matériau plus adapté, plus environnementalement respectueux. Et donc a été développé ce bioplastique. Et là, donc on est véritablement sur une structure un peu plus traditionnelle. Hein, c'est une chaise presque de château, de campagne du 18e, à laquelle on a associé une carcasse en PET. Donc ce sont des bouteilles recyclées. Ce sont des bouteilles recyclées et recyclables, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement, au bout de 4 ans, on veut changer de couleur ou on les abîmer, on peut le matériau est broyé et il repart sur c'est une véritable filière. Ce sont les bouteilles plastiques en fait. Comme il y avait des milliers de tonnes à travers le monde stockées de bouteilles plastiques, là on est sur une filière européenne. Et donc comme ça, on est un des premiers, je pense, à avoir associé en tout cas le bois. Voilà, donc c'était une présentation évidente. Donc on a plusieurs couleurs et on a aussi plusieurs couleurs de bois et là aussi de nouveau l'archipel. Est-ce que Elliot, vous avez vous une vision sur
finalement, qu'est-ce qui fait le succès d'Alki dans les espaces, c'est reconnaissable immédiatement, en fait. C'est exactement le thème pour moi, en tout cas l'ambition que nous avons, c'est que les yeux de chacun puissent reconnaître un produit ou un environnement Alki, sans connaître le modèle parce que je l'ai vu sur un catalogue. Tout le monde dit oui là, je suis les connaisseurs, voilà, ils hochent la tête. J'en suis ravi et parfait, mais d'avoir une cohésion sur l'ensemble de nos collections. Surtout pas de faire une collection qui ne ressemblerait pas justement à cet ADN, à ce qu'on veut transmettre au niveau du produit et de l'environnement créé, encore une fois. On ne parle pas que du produit unique. Me vient à l'esprit la collaboration qu'on a pu faire avec Goicoechea, la poterie d'Ossès, justement où on pourrait se dire un pot de fleurs, en le vulgarisant, que fait-il dans la collection Alki? Mais là on est sur des produits Alki qui se déclinent en pot de fleurs et une table de bistrot aussi, donc quand même la liaison avec le mobilier. Et Aimé vient s'ajouter donc un environnement dans lequel on espère en tout cas, on se sent bien, on a cet affect, cette chaleur qui transparaît. Il y a aussi un autre sujet qu'on voulait aborder, c'est l'entreprise à impact positif. Alors certains appelleraient l'entreprise mission. On en a parlé un tout petit peu au début. Ça participe, à mon sens, aussi à la question du design durable et désirable. Lorsqu'une entreprise s'investit déjà au niveau de son organisation interne pour avoir un impact social, sociétal et environnemental, et dès le départ aussi, Alki avait ça dans ses valeurs, dans sa philosophie. On sait que selon une étude du journal Les Échos, 63% des Français se disent être plus attentifs aux engagements des entreprises depuis la Covid-19. Et donc au-delà de transmettre cette image positive, qu'est-ce qui a présidé justement à l'évolution de Alki dans cette philosophie d'impact positif? Comme je l'ai dit en introduction, la première mission volonté d'Alki était déjà de vivre et travailler donc, ici, et par ce biais, la création d'emplois pérennes et de qualité. Aujourd'hui, ils s'étaient lancés à 5, aujourd'hui nous sommes 44, avec des prévisions d'évolution aussi. Un des enjeux majeurs, c'est vraiment celui-là, de créer de l'emploi localement et, je le répète, pérenne et de qualité, de façon à vraiment être un acteur de l'emploi, donc de génération de richesse, donc de regroupement, donc de développement de quartiers et de villages également. Donc déjà, l'aspect social, très important, l'aspect humain. Puisque là, vous avez initié un projet d'une très grande envergure pour créer ce nouvel atelier Zéro Énergie. C'est pas un secret, hein. La presse en parle beaucoup aussi. C'est un lieu qui décloisonne les espaces de travail, qui double sa superficie. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce projet d'envergure qui va avoir le jour très prochainement? Très prochainement, en effet, on pense déménager à la période de Noël. Dès 2024, on produira sur ce site. Là, vous voyez des images 3D. Hein. Cet atelier, il est pensé, comme je le disais, depuis 2015, Alki travaille sur le sujet. Ça a été une longue réflexion, vraiment pour asseoir tous les éléments, le passif, donc, les reins ou l'historique qu'il y avait, pour justement construire et regarder vers où aller et comment le dimensionner. Donc aujourd'hui, on double sa surface, en effet, pour une projection. Je vais faire des parallèles avec les produits, mais vraiment sur la pérennité aussi. On parle d'un atelier pour une génération, alors la nôtre, mais future également. On n'est pas sur un entrepôt qu'on monte et qu'on rasera dans 4 ans parce qu'il est trop petit ou parce qu'il est inadapté. L'objectif a été vraiment de se projeter et vraiment d'être presque patrimonial, en toute humilité, mais en étant vraiment ancré là-dedans. Cet atelier, Zéro Énergie, comme vous l'avez soulevé, la notion de zéro énergie peut être controversée ou discutée. Elle s'explique ou elle s'inscrit dans le fait d'être à 100% fonctionnante à base d'énergie renouvelable. Nous, dans notre cas, donc, on part sur un principe de toiture photovoltaïque qui, à l'année, produira autant d'énergie que notre consommation annuelle de l'atelier. Assez simplement dit. C'est quand même un tour de force. Même si c'est quelque chose vers lequel on tend, c'est quand même une innovation majeure aussi avec des technologies de pointe.
C'est un engagement fort. Important de souligner, oui, absolument. Effectivement. Plusieurs éléments de ce type sur lesquels on a travaillé fortement. Tout l'espace d'atelier, la bande supérieure que vous voyez, est l'atelier. L'atelier se trouve au-dessus des bureaux et de l'espace showroom. Tout le volume atelier donc, ne sera ni chauffé ni climatisé par un travail des équipes d'architectes et des bureaux d'études pour une surisolation des planchers, des cloisons et de la toiture. Au niveau de la lumière aussi, un gros travail a été effectué de façon à ne pas avoir besoin de lumière artificielle pendant des journées claires. Alors là, je reste théorique, on verra l'application, mais en tout cas, un des enjeux était celui-là, et vraiment, la pression était forte auprès des architectes pour avancer vers ce sujet-là. Et les conditions de travail qui étaient primordiales aussi, vraiment, aujourd'hui on est sur un atelier qui a plus de 40 ans, donc des techniques de construction d'il y a plus de 40 ans. Il fait 3 degrés l'hiver et 30 ou 35 degrés l'été à l'intérieur. Là, on a ce travail-là vraiment d'optimiser, d'améliorer les conditions de travail pour les aujourd'hui 35 personnes qui sont dans l'atelier. Le projet au départ, c'était un concours d'architecture qui était remporté par les Valais-Seigneurin. Mais il a été remporté parce que l'idée était assez puissante, c'est-à-dire que la topographie, comme souvent dans notre pays, il y avait une inclinaison assez importante. Et donc l'atelier était, comme disait Niant, positionné sur la partie haute. Et bizarrement, la direction est dessous, enfin le showroom, etc. Donc c'est une topographie qui a été vraiment bien utilisée. Est-ce qu'il y a les voitures se rendent aussi bien sûr dessous. Une réflexion participative ou coopérative aussi sur le plan interne, je dirais, est-ce que chacun a eu aussi une vision sur cette enveloppe architecturale sur Au niveau technique, oui, je dirais, mais après c'est... Avant le lancement, évidemment c'est une décision collective d'engager ce projet-là. Et ensuite la sélection du cabinet d'architectes a eu lieu en conseil d'administration. D'accord, en concertation.